Nous allons trouver à Moscou notre correspondant permanent, autrement dit Dominique Verdun. Ce matin, il a choisi de nous parler d'une grande exposition internationale, bien sûr, qui se déroule au Kazakhstan. Vous ne connaissez peut-être pas ce pays, en tout cas dans la nouvelle capitale, à Astana. Pourquoi nouvelle capitale? Ils ont changé, mais pourquoi ils l'ont déplacé d'ailleurs, Dominique? Bonjour. Bonjour William, effectivement, vous avez raison, depuis 1929, la capitale du Kazakhstan, c'était la ville d'Almaty, au sud du pays, mais en 1994, le président kazakh a décidé de la déplacer 1000 km plus au nord pour des raisons variées. On parlait à l'époque d'un danger, d'un risque de tremblement de terre. Il y avait aussi la menace chinoise, la frontière avec la Chine est tout près, et puis aussi une des velléités sécessionnistes dans les provinces du nord, et c'est tout cela combiné, ça explique sans doute, en partie en tout cas, la volonté du président kazakh de déplacer sa capitale à Astana, dans une ville qui à l'époque existait déjà, mais qui évidemment a pris une autre ampleur. Et c'est depuis 1997 maintenant, depuis 20 ans, la nouvelle capitale du Kazakhstan. Et c'est là que se déroule cette année cette grande exposition internationale qui est consacrée aux énergies du futur. Une exposition qui sera inaugurée demain soir en présence de très nombreux chefs d'État étrangers, dont bien évidemment le grand voisin russe Vladimir Poutine. C'est ce que je vous propose de voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Irina Golovkova. Astana, la capitale toute neuve du Kazakhstan, une ville de verre et de béton qui a poussé là où il y a 20 ans encore, il n'y avait qu'un gros bourg écrasé de soleil en été et balayé en hiver par le vent glacial de la steppe. C'est ici que s'ouvre demain l'exposition internationale qui doit contribuer à placer sur la carte du monde ce pays d'Asie centrale coincé entre la Russie et la Chine. Sur 25 hectares à la périphérie de la ville, des immeubles futuristes dont le coût de construction est un secret d'État. Partout les ouvriers s'activent car le temps presse, tout doit être terminé pour l'inauguration vendredi soir en présence de nombreux chefs d'État. Nous attendons plus de 2,5 millions de visiteurs, dont 15% au moins d'étrangers. Et nous sommes convaincus que beaucoup reviendront une seconde fois, ce qui nous permet d'espérer autour de 5 millions de visiteurs. Thème de l'exposition, les énergies du futur, un domaine dans lequel la France détient un savoir-faire reconnu dans le monde entier. Sur les 115 pays représentés, le pavillon français est l'un des plus vastes. Un peu plus de 1000 mètres carrés que se partagent des entreprises comme Total, Peugeot, Saint-Gobain, Veolia, mais aussi l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, pour n'en citer que quelques-unes. Il y a une compétition entre les différents stands, entre les différents pays. Ouais, il y a peut-être une compétition pour montrer le meilleur, des choses un peu waouh, comme disent un peu les plus jeunes ou les plus jeunes générations. Nous, c'est ce qu'on va faire, avec l'idée aussi peut-être d'être sans doute le pavillon le plus attractif, le plus visité, le plus porteur de haute technologie d'innovation. En tout cas, c'est ce à quoi on a travaillé nous depuis déjà quelques mois, et je pense que c'est sans doute un objectif qu'on va réussir à atteindre. Côté spectacle, là aussi, l'heure est au dernier réglage pour les 4500 bénévoles qui, 3 mois durant, vont accueillir et guider les visiteurs. Leur mission, donner de leur pays, le Kazakhstan, une image de dynamisme et de modernité. Alors, c'est un pays qu'on connaît assez mal, nous, ici, en Europe de l'Ouest, Dominique. Pourtant, c'est un pays immense. On l'a vu sur la carte qu'on a présentée pendant que vous nous expliquiez cela. Alors, je suppose que cette exposition internationale, c'est l'occasion tout simplement de se faire connaître, parce qu'on ne les imaginait pas aussi proches de l'Asie, au fond. Pour certains, ils ressemblent à des Mongols. Oui, absolument. Vous savez, c'est un pays qui est grand comme 5 fois la France, le Kazakhstan, mais qui n'est peuplé que d'un peu plus de 17 millions d'habitants. C'est un pays qu'on connaît peu, vous l'avez dit. Pourtant, c'est un pays dans lequel la France est extrêmement présente. C'est l'un des premiers investisseurs étrangers. Ça tient bien évidemment d'abord aux richesses de son sous-sol. Est-ce que vous saviez, par exemple, William, qu'un quart de l'essence que l'on consomme en France provient du Kazakhstan? C'est aussi un pays qui est un grand producteur d'uranium et qui fournit une bonne partie de l'uranium qui alimente nos centrales nucléaires. Mais le Kazakhstan, c'est aussi un pays qui, depuis plus d'un quart de siècle maintenant, est tenu d'une main de fer par le même homme, Nursultan Nazarbayev. On aura
l'occasion d'en reparler prochainement dans l'une de nos éditions. C'est un pouvoir sans partage, comme il y en a eu beaucoup dans cette région du monde après l'éclatement de l'Union soviétique. Nursultan Nazarbayev, il était déjà à la tête du Parti communiste kazakh avant l'effondrement de l'Union soviétique. Vous imaginez, ça va faire bientôt 27 ans. Et si le Kazakhstan vous intéresse, eh bien, je voudrais vous parler ce matin, vous présenter ce matin ce petit livre absolument passionnant qui a été écrit par une journaliste française qui vit depuis 2 ans maintenant à Astana. Elle s'appelle Lise Barcellini et son livre s'intitule « Le Kazakhstan, une jeune nation entre la Chine, la Russie et l'Europe ». C'est vraiment un livre qui vous apprendra beaucoup de choses sur ce pays et dont les références seront bien évidemment sur le site de Télématin. Une dernière petite chose pour nous qui ne connaissons pas Moscou non plus. Derrière vous, sur votre épaule droite, qu'est-ce que c'est que ce monument avec ses belles coupoles? Oui. Cette grosse meringue-là, c'est la cathédrale du Christ Sauveur, William, qui, figurez-vous, est une reconstitution. Elle a été reconstruite parce que sous Staline, elle avait été détruite à l'explosif. Vous vous souvenez que sous Staline, il fallait absolument éradiquer l'opium du peuple qui était la religion. Donc elle a été rasée sous Staline dans les années 30. On devait ensuite y construire un grand monument à la gloire du communisme. Finalement, ce grand monument ne s'est pas fait. Il y a eu une piscine pendant très longtemps. Moi, quand je suis arrivé à Moscou pour la première fois dans les années 90, il y avait une piscine ici à cet endroit. Et puis un peu plus tard, sous Boris Yeltsin, on a reconstruit à l'identique cette cathédrale qui s'appelle la cathédrale du Christ Sauveur et qui est la grande cathédrale de Moscou. Ah oui. Merci pour toutes ces précisions. C'était pas prévu, mais comme d'habitude, c'est très précis. Au revoir Dominique, à bientôt.